Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la dernière vidéo de mes top 10 des mangas et du coup avec le top shoujo. Alors obligatoirement, je précise bien sûr, shoujo ne veut pas forcément dire romance, même si effectivement on va retrouver une bonne majorité de ces titres qui vont parler de romance. Comme ce n'est pas le genre que je possède le plus, je n'ai pu établir qu'un top 9 parce que je n'arrivais pas à trouver un 10e titre qui pour moi rentrait dans mes favoris, voilà. Donc on commence tout de suite avec la 9e place. En 9e place, du coup, j'ai mis The Blue Flower and the Ceramic Forest, qui est un titre assez récent. Pour l'instant, je ne possède que 3 tomes. Il y a le 4e qui est sorti courant du mois de juin, mais je n'ai pas encore mis la main dessus, parce que j'attends de l'acheter à la Japan Expo. Voilà, je me suis dit, si jamais il y a des petits goodies qui sont liés, ça pourrait être cool d'attendre. Donc, ce sera une série terminée en 10 tomes chez Mangetsu, qui est sur une romance plutôt mature, adulte, voilà, avec deux adultes qui travaillent dans le monde de la céramique, et c'est super intéressant parce que c'est un monde que je connais pas du tout, et il y a vraiment des détails sur la fabrication qui sont donnés au fur et à mesure, donc ça rajoute une dimension en plus au manga que j'apprécie beaucoup. On a Aoko en termes de protagoniste féminine principale qui, elle, adore dessiner sur les céramiques. Voilà, c'est vraiment sa passion, c'est d'égayer les céramiques qui sortent toutes blanches du four. Et il va y avoir un nouveau qui va arriver dans leur usine de céramique, dans leur atelier, qui s'appelle Tatsuki, et qui, pour lui, une céramique doit rester blanche, doit rester pure, il ne faut surtout pas dessiner dessus. Alors bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles il pense ça, et les deux vont se retrouver à travailler ensemble malgré leurs points de vue très différents. Donc pareil, en termes de personnalité, ils sont assez opposés. Lui, il est assez froid et calme, et elle a une personnalité très pétillante, très joyeuse. Donc un joli petit manga sur de la romance, et j'ai vraiment hâte de voir le développement de cette histoire parce qu'ils sont vraiment très mignons, et puis j'aime beaucoup le côté mature de la romance. En 8e position, une petite série en seulement 4 tomes de chez Kana, c'est First Job New Life, qui pour moi a vraiment été une révélation. Enfin, j'ai grave kiffé, et c'est là que je me suis rendu compte que les tranches de vie c'était trop ma came, parce que celui-là était vraiment très bien fait. D'ailleurs, il y a d'autres œuvres de l'auteur qu'il faut absolument que je me procure parce que ça m'intéresse fortement. C'est l'auteur notamment de New Love, New Life et de Trap Hall qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois, toujours chez Kana. Donc pour l'histoire, on suit Tama qui vient tout juste de terminer ses études et qui postule en tant que graphiste un peu partout dans plein de sociétés, et elle va être recrutée dans une société de pachinko. Donc c'est un truc c'est un peu leur casino à eux, je crois, au Japon, mais c'est avec des jetons que t'achètes, je crois, quelque chose comme ça. Et on va tout simplement suivre son emménagement dans son premier appartement solo, son premier travail, ses relations avec ses collègues. Potentiellement à la fin il va y avoir aussi un petit peu d'amour qui va s'intercaler, la relation avec ses parents du fait qu'elle quitte le nid. Enfin voilà, c'est vraiment une série que j'ai vraiment appréciée, je trouve ça très rafraîchissant et ça dépeint très bien la réalité, et c'est vrai que c'est le style de manga que j'apprécie quand on peut facilement s'identifier à ce style de vie. Donc encore une fois, on est plutôt sur quelque chose de mature, mais il y a aussi quelque chose d'assez innocent, je trouve, dans l'histoire, qui me plaît énormément. En 7e position, je vais vous présenter Les Enfants de la Baleine, qui est un titre de chez Glénat terminé en 23 tomes. Alors actuellement, je tiens le 17e, mais en vrai, j'ai jusqu'au tome 13, et après, là, actuellement, je suis en train de compléter la suite, et j'ai prêté mon tome 1, c'est pour ça que j'ai pas pu vous le sortir. C'est vraiment une superbe histoire. Faut savoir que Les Enfants de la Baleine, je l'ai découvert sur Netflix, je crois que c'est l'un des tout premiers animés qui a débarqué sur la plateforme, et ça m'a trop plu. Je trouvais qu'il y avait une ambiance très poétique qui était magnifique, et du coup quand j'ai su que ça existait en manga, et forcément j'ai voulu me procurer. Alors, Les Enfants de la Baleine, il faut s'accrocher quand même, je dirais ça, parce que moi c'est un côté où en fait quand je lis Les Enfants de la Baleine, en termes d'émotions, j'en prends plein la tête. Même il y a des moments où je suis obligée de faire des pauses entre les tomes parce que je suis tellement énervée ou sous le coup de l'émotion ou triste que je suis en mode non, je peux plus lire la suite, c'est trop terrible, ça fait trop mal à mon petit cœur.
Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu trop sensible, vous me direz. En termes d'histoire, on suit les habitants d'une île qui vogue sur une mer de sable, parce qu'apparemment il n'y a plus d'eau dans cet univers. C'est un bateau qui n'a pas de gouvernail, du coup ils errent dans cette mer en continu, mais c'est un bateau qui est une île, hein, c'est vraiment à la taille de l'île. Et sur cette île, il y a une population assez spéciale parce que 80% des personnes peuvent utiliser une sorte de pouvoir qui s'appelle le Seiya, mais vivent très peu parce qu'ils ont à peu près une espérance de vie de, je crois, une vingtaine, 20-25 ans en moyenne. Et il y a du coup les gens qui ne savent pas se servir des pouvoirs, qui représentent à peu près 20% de la population, qui eux ont une vie d'humain normale. Donc ils vivent voilà, en exclusivité, ils ne connaissent pas du tout le monde extérieur, ils se demandent même s'ils ne seraient pas les seuls survivants de ce monde. Sauf qu'un jour, ils vont trouver une épave d'un vaisseau, et sur cette épave, ils vont trouver quelqu'un de vivant, un être humain également, qui apparemment posséderait aussi du Saima. Et ils vont l'accueillir sur leur île, sauf que on va découvrir que cette jeune fille n'est pas arrivée là par hasard, et qu'il y a un terrible destin, on va dire, qui attendent tous les habitants de la baleine de Glaise, qui est du coup cette île qui vogue sur la mer de sable. Et c'est génial. Franchement, c'est une épopée absolument incroyable. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on suit, encore une fois, une multitude de personnages. On est vraiment attaché à beaucoup d'êtres différents. Voilà, c'est vraiment, on suit tous les personnages d'une île entière. Alors forcément, ils nous les présentent tous pas un par un, mais on reconnaît vraiment les visages de certains qui reviennent très régulièrement. Et je trouve que c'est une vraie force dans le manga. Alors, il faut se lancer dans cette aventure, comme j'ai dit, ça prend aux tripes parce que à un moment donné, ça va devenir assez pas sanglant, mais voilà, ça va pas être un long voyage tranquille, même au contraire, ils vont vivre énormément de rebondissements. Et du coup, pour moi, le gros point fort de cette série, c'est les émotions. Donc, si c'est le style de récit que vous appréciez, et je vous conseille de vous tourner vers cette série. Et puis n'hésitez pas à regarder l'animé sur Netflix si vous avez envie de vous faire un premier avis. En 6e position, une histoire qui est quand même assez récente, c'est Ton visage au clair de lune de chez Pika Éditions. Actuellement, il y a 7 tomes en cours, je possède les 7 qui sont juste ici. Je m'attendais pas à aimer autant. On est sur de la romance au lycée. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie plus particulièrement à mon âge. Les romances au lycée, j'ai tendance à trouver ça un peu plat, un peu gnangnan. Mais ces deux protagonistes sont tellement bien que j'ai grave accroché. Donc pour la petite, on suit cette jeune fille qui s'appelle Yoi, qui est considérée comme un prince car elle est très grande, elle est élancée, elle est forte à l'école, elle est forte en sport, et elle a cette manie d'être un peu gentleman qui fait que les gens du lycée la surnomment le prince, malgré que ce soit une jeune fille. Et en deuxième protagoniste, nous avons ce garçon qui est considéré comme l'autre prince du lycée, qui lui est un peu plus un ado rebelle, mais qui vient d'une famille riche, et du coup il fait pas mal parler de lui, surtout que c'est un beau gosse. Un jour, ces deux-là vont se rencontrer, et pour la première fois, Yoi va être considérée vraiment comme une jeune fille, et c'est là que du coup ses premières émotions, ses premières émois vont arriver un peu, et les deux vont commencer à se fréquenter. C'est dès le départ, hein, c'est pas du spoil, c'est dès le départ, et puis je pense que vous pouvez vous en douter. Et ce que j'adore dans leur relation, c'est ce côté très pur en fait des premiers sentiments amoureux. Lui a déjà eu des expériences avec d'autres jeunes filles, mais il est jamais vraiment tombé amoureux, donc ils découvrent chacun les joies et les tristesses de l'amour, et c'est absolument trop touchant, c'est trop mignon. Et ça marche très très bien. Donc pour moi, ça c'est une très belle romance lycéenne qui vaut clairement le détour. En 5e position, je vous propose L'Oiseau d'or de Kainis de chez Glénat, qui est une série terminée en seulement 4 tomes. Ce que j'ai adoré dans ce titre, c'est un peu le côté, on va dire, féministe qui peut être mis en avant, car on y suit Léa, une jeune autrice de romans, à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment le droit d'exercer de métier, et elle va décider de monter à la capitale, parce qu'elle de base c'est plutôt une campagnarde, pour se faire un nom en tant qu'homme dans la communauté littéraire. Et donc sous les traits de son pseudonyme Alan, en se déguisant en homme, elle va avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à elle, et elle va le découvrir une autre manière de vivre. Comme vous vous en doutez,
son secret va être plus ou moins découvert. Mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle a vraiment deux vies distinctes, qui est elle, Léa, en tant que femme, et son alter ego, Alan, en tant qu'homme, qui n'ont pas du tout la même vie. Et j'aime beaucoup, en fait, ce côté double narration un peu, parce qu'on a vraiment deux visions des choses tout au long de la série. Et c'est une période où voilà, les femmes ont commencé à pas à s'imposer, mais voilà, qui ont commencé à vraiment travailler et devenir des femmes indépendantes, ce qui n'était pas du tout imaginable à une époque. Et j'aime beaucoup du coup le développement de notre protagoniste dans ces 4 tomes. Donc si c'est votre style, n'hésitez pas à vous plonger dedans, je trouve ça très intéressant. Un petit manga nostalgique avec Sawako, une série terminée en 30 tomes chez Kana. D'ailleurs, je pense que vous allez pas mal en entendre parler dans les prochaines semaines, vu que la saison 3 arrive en animé, alors qu'il n'y avait pas eu de saison depuis un bon 10 ans, je pense. Donc, on suit encore une fois une petite romance avec cette fois une fille très renfermée, très timide, qui s'appelle Sawako, et qui malheureusement ressemble énormément à un personnage de film d'horreur, ce qui fait que les gens, ils ont pas trop envie d'aller vers elle, elle a même tendance à leur faire peur, alors qu'elle est juste d'une timidité maladive, et qu'elle a juste un cœur en or. C'est vraiment... elle est trop choupie, franchement on a trop envie de la soutenir tout au long de notre lecture, c'est vraiment trop mignon. Je n'ai pas lu les 30 tomes actuellement, mais je sais que pour moi c'est vraiment un couple chouchou qui était obligé d'être présent du coup dans mon top shoujo. Sa vie à Sawako va changer le jour où elle va rencontrer Kazeaya, qui est donc ce jeune homme qui lui est très populaire, c'est vraiment le mec le plus populaire, il est sympa, il est drôle, il est sportif, il est bon aussi à l'école. Et lui, un jour, il va voir que Sawako, elle n'est pas du tout effrayante, et il va l'aider, en gros, à s'intégrer un petit peu à la classe au fur et à mesure. Et c'est trop mignon de suivre encore les premiers sentiments d'une jeune fille. Voilà, elle va avoir ses premières amitiés, ses premiers amours, le fait de découvrir plein de choses, les sorties avec les copines, les sorties à l'école, elle qui était toujours mise de côté. Et il y a une vraie évolution, on les suit vraiment, je crois que ça commence en première, mais je sais que ça va jusqu'à la terminale, et je me demande si ça va pas même jusqu'au monde adulte à la fin des tomes. Donc pareil, il y a un gros côté développement de personnages qui est super intéressant à suivre et qui est trop mignon en plus. C'est vraiment une série feel good. Quand tu te mets Sawako ou Kimi ni Todoke pour l'animé, c'est une pure bulle de bonheur et de douceur. Donc une série réconfortante, vous l'aurez compris. On rentre désormais dans le top 3 et je suis assez étonnée de placer cette série aussi haut alors qu'elle est assez récente, vu que le premier tome est sorti en octobre de 2023. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, il s'agit de Mister Maloblue de chez Glénat. D'ailleurs, je me rends compte que du coup, Glénat, en termes de shoujo, j'en ai pas mal qui sont dans mon top. C'est une histoire très psychologique, parce qu'on va y suivre un jeune garçon de 26 ans, il me semble, qui s'appelle Aoi, qui a été harcelé pendant son lycée, et il a très très mal vécu, et maintenant il est un peu un hikikomori, il n'ose plus trop sortir, il est vraiment mal à l'aise socialement. Et un jour, il va décider de sortir, il va dire bon, ça va plus être possible, je vais essayer de remettre ma vie en marche. Il sort et il va rencontrer un de ses harceleurs dans la rue qui n'a strictement aucun remords. Voilà, il lui explique clairement qu'il faut qu'il arrête de jouer la victime quasiment 10 ans après, et que c'est derrière lui, et que s'il est comme ça, c'est pas de leur faute, c'est juste parce qu'il est faible. Un truc dans le genre, bref, pas très sympa. Du coup, il rentre et il décide de mettre fin à ses jours, donc voilà, petit disclaimer, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, faut surtout pas regarder. Sauf que en même temps, on suit une jeune fille qui s'appelle Sakura, qui, on comprend, est également harcelée, et cette fois c'est au temps actuel, elle a 16 ans et elle est encore au lycée. Et elle va provoquer un incident et elle va tomber dans les marches. Et il va y avoir un échange de corps entre les deux. Sakura va se retrouver dans le corps de Aoi, et Aoi va se retrouver dans le corps de Sakura. Alors au début, j'avais très peur qu'il y ait un côté malsain du fait qu'un homme de 26 ans se retrouve dans le corps d'une lycéenne, mais le sujet est très bien traité, il n'y a rien de malaisant, c'est vraiment pas malsain, il n'y a pas de trucs, tu vois, un peu bizarres. Par exemple, forcément, la première fois qu'il allait prendre sa douche, c'est abordé, mais c'est abordé de manière très respectueuse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point fort dans ce style de série, parce que là, ça aurait pu vraiment être touchy.
On a un troisième protagoniste qui intègre l'histoire au fur et à mesure, qui est du coup un lycéen qui va être mis un peu au parfum de la situation et qui lui aussi a un petit problème. Voilà, il a une maladie qui fait qu'il ne voit pas les visages des gens. Donc on est sur ce trio de protagonistes qui un peu ont chacun des objectifs différents. Par exemple, Sakura, comment ça se fait, comment elle va vivre dans le corps de cet homme de 26 ans, est-ce qu'il s'y adapte bien, est-ce qu'elle veut récupérer son corps, est-ce qu'elle ne veut pas le récupérer. Aoi, pareil, est-ce qu'il est content, lui qui a été harcelé au lycée, de se retrouver à nouveau dans un lycée, c'est un peu traumatisant, donc comment il va le vivre. Et on a notre troisième protagoniste qui est très gentil, mais qui a aussi ses propres problèmes, qui s'intègre à l'équation. Donc il se passe énormément de choses, c'est super psychologique, je trouve ça super intéressant. Et il y a vraiment les relations humaines qui sont mises en avant, et du coup, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga qui est pourtant très récent. En deuxième position, je vais vous parler de Call Game de chez Kazé, qui est du coup maintenant Crunchyroll, actuellement en cours avec 8 tomes. Alors c'est une série où il y a à peu près un seul tome qui sort par an, donc voilà, soyez au courant. Je sais qu'il y en a certains que ça énerve profondément, ce style de séries qui sont toujours en cours mais qui ont un rythme très lent. Moi ça ne me dérange pas personnellement. Et Call Game, pour résumer en tout cas le début de la série, c'est un parfait mélange entre les chroniques de Bridgerton et Game of Thrones. Voilà, c'est un peu ça le pitch de base. Car on suit une princesse qui est envoyée un peu au casse-pipe dans un pays voisin dont on ne sait absolument rien. Voilà, il y a 5 ou 6 pays majeurs sur le continent, et il y en a un qui est très secret, on ne sait pas du tout qui est le roi, on ne sait pas comment c'est géré, comment c'est la politique là-bas. Et un jour, ils vont recevoir une demande en mariage pour l'une des filles, et comme toutes les autres sont déjà casées, c'est Alna qui est envoyée. Sauf que Alna, elle se méfie un peu, du coup elle décide de switcher d'identité avec sa cousine qui est censée être sa suivante, qui s'appelle Violette, et du coup elles vont arriver toutes les deux dans une cour impériale, sans savoir à quelle sauce elles vont être mangées, et quand elles arrivent, quelle n'est pas leur surprise quand elles apprennent qu'elles sont la 5e reine potentielle pour monter sur le trône. En fait, ils ont envoyé des demandes en mariage à tous les pays, tous ont envoyé une de leurs filles, et maintenant il y a un énorme débat sur laquelle montera sur le trône. Ce que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est qu'on sent qu'il va y avoir une romance qui va s'installer au fur et à mesure, mais moi ce que j'aime surtout, c'est le côté géopolitique. Il y a vraiment un gros côté entre les pays, c'est très tendu, voir chaque pays un peu comment il le gère. Donc on suit surtout bien sûr le pays où elle a été envoyée en majorité, mais on voit les échanges commerciaux, comment ça se passe, etc. Il y a un côté un petit peu guerre aussi, où voilà, c'est une époque de chevaliers, donc Alna, du coup, qui a pris l'identité de Violette, va se faire passer par un chevalier, alors que normalement, pareil, les femmes ne sont pas censées être chevaliers dans le style d'époque où c'est. Donc ça fait vraiment un parfait mélange d'aventure et un peu de romance, même si honnêtement la romance est plutôt en second plan, et de géopolitique. Je trouve ça vraiment super sympa. Ça change vachement de toutes les lectures que j'ai pu faire jusqu'à présent. Même si du coup, quand j'en ai parlé de Call Game dans une autre vidéo, on m'a conseillé du coup Freya, l'ombre du prince. D'ailleurs, j'ai acheté le pack découverte avec un tome, le tome 1 acheté et le tome 2 offert pour découvrir cette série et voir si elle est aussi bien que Call Game. Et peut-être encore mieux, on ne sait pas, je vous tiendrai au courant. Et pour terminer, certains l'ont peut-être deviné, je vais parler encore une fois de Skip Beat. Alors cette fois, je tiens le tome 23, mais du coup, c'est une série actuellement en cours avec 47 tomes, donc il faut s'accrocher. Même moi, actuellement, je n'ai pas énormément de tomes, je crois que j'en ai 17, quelque chose comme ça. Ah, quoique je suis peut-être montée à 20 et quelques. Bon, bref, dès que j'essaye de trouver, dès que je trouve des tomes en occasion, je les achète, parce que sinon, je ne serai jamais à jour sur cette très longue série. C'est une série de chez Saka Manga ou Casterman. Je ne sais jamais si ça a l'air d'être la même maison d'édition, mais ça n'a pas le même nom. Bon, je ne sais pas trop. C'est une vieille série, totalement nostalgie, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'animer lorsque j'étais au lycée. Car c'est un manga qui mélange encore une fois romance, humour. Il y a énormément d'humour et un très très beau développement des personnages, que ce soit le personnage principal et aussi les personnages secondaires, et je trouve ça génial. On suit Kyoko, notre personnage principal, qui est folle amoureuse de son amie d'enfance, qui s'appelle Sho, qui lui rêve de devenir une pop star.
Du coup, pour subvenir à leurs besoins, ils vivent ensemble et elle fait plein de petits boulots pour l'aider dans sa carrière à lui. Sauf qu'un jour, elle va découvrir qu'il n'en a absolument rien à faire d'elle et qu'elle lui sert juste de faire valoir et de boniche en gros. Et là, il va y avoir un petit verrou qui va péter dans le cerveau de Kyoko et elle va dire « Puisque c'est comme ça, je vais me venger, je vais te rejoindre dans le monde du showbiz et tu vas regretter tes morts. » C'est littéralement ce qu'elle lui balance à la tronche. Alors bien sûr, il se moque d'elle, il dit « Oui, bien sûr, genre toi dans le shoujo, alors que t'es qu'une coquille vide qui sert un peu à rien à part servir les autres. » Un truc dans le genre. Elle change de style, elle se teint les cheveux, elle les coupe, et elle se dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans la vie ?» du show business, parce que forcément, elle a pas fait d'études plus que le lycée et elle s'y connaît pas trop. Finalement, elle va atterrir dans une agence un peu de star, voilà, et elle va s'orienter vers l'acting, voilà, vers le métier d'actrice. Elle va y rencontrer l'acteur le plus célèbre du Japon qui s'appelle Ren. Et de base, il va totalement la repousser, il lui dit « Tes raisons de faire du showbiz sont vraiment merdiques, tu n'as rien à faire ici, je ne te respecterai jamais en tant qu'actrice. » Et du coup, le but principal de ce manga, en fait, c'est de suivre l'ascension de Kyoko, qui va découvrir de nouveaux sentiments, qui va découvrir le métier d'actrice, donc on va vraiment voir les coulisses du monde du showbiz, qui sont très intéressants à suivre. Moi, c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement, mais pour le coup, dans Skip Beat, je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas trop sérieux, donc c'est pas trop lourd en termes d'informations, etc. Mais ça a l'air de refléter quand même plutôt bien. Bref, vous l'aurez compris, c'est une histoire très complète. De toute manière, en 47 tomes, je pense que vous l'imaginez, il y a énormément de choses qui se passent. On va avoir des flashbacks, on va avoir des objectifs qui vont être définis clairement, des relations qui vont un peu se créer, etc. Et des personnages secondaires que je trouve assez intéressants. Je trouve que c'est pas des personnages secondaires qu'on retrouve forcément partout. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur qui, malgré le temps qui passe, et bah, ça continue à rester mon shoujo top 1 dans mon cœur. Cette vidéo est désormais finie. Je pense que peut-être je vous referai un update d'ici 1 ou 2 ans, voir si mes avis ont changé. Si je suis toujours sur YouTube, hein, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 3, votre top 5, votre top 10, les titres que vous avez envie de partager avec moi et avec la communauté. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!